Bon, mes amis, on revient ici parce que la vidéo, elle est bloquée. Je l'ai supprimée. Il semblerait, comme je vous ai parlé de la musique de Yodé et Siro tout à l'heure, c'est le problème des artistes africains et surtout des artistes ivoiriens. Il faudrait qu'ils puissent avoir comme ça des, j'oublie le nom, le terme, un show business qui permettent de ne pas sanctionner les gens qui jouent leur musique pendant... ce sont c'est des bouts de chansons qu'on remet aux journalistes ou aux médias pour jouer, ce qui fait que ça permet de ne pas sanctionner les personnes qui jouent cette musique-là. Et c'est un appel que je lance vraiment aux artistes ivoiriens. Il va arriver un moment où les Ivoiriens ne vont plus jouer votre musique parce que ça ne sert à rien. D'abord, pour faire la promotion, on paye les gens pour faire la promotion. Et ce qu'on appelle tous les streaming, on joue votre musique, c'est une manière de faire votre promotion, de promouvoir votre art, votre œuvre. Si on doit être contraint, parce qu'on fait la promotion de façon gratuite, bénévole même, de façon gratuite, votre promotion, qu'on doit être contraint à cela, on va arriver, nous, on va commencer à chanter, ou bien on va interpréter. Maintenant, c'est facile. Tu prends ta caméra, même ton téléphone, tu peux chanter une chanson, et puis tu mets ça pour jouer. Donc, en fonction de ton inspiration, de ton sujet que tu veux traiter, on va commencer à faire des petites chansonnettes qu'on va jouer pendant notre streaming, afin de ne pas être sanctionné ou être bloqué souvent par Facebook. Parce que là, je viens de percevoir, on me dit que la vidéo, elle est bloquée parce qu'il semble que j'ai joué la musique de Yodé et Siro. Donc, je vous aime bien, je vous apprécie, mais c'est quand même une contrainte de pouvoir promouvoir votre œuvre, qui est une belle œuvre. Alors, je ferme cette parenthèse. Donc, reconnectez-vous, chers amis, on va repartir sur le sujet. Donc, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, on va parler de l'actualité, faire le tour d'actualité, que ce soit en Afrique, en France, en Europe, et sur un peu de façon mondiale, parce que l'actualité se ressemble aujourd'hui, les thématiques sont pareilles, c'est la guerre un peu partout, c'est des crises humanitaires, c'est des crises sanitaires, c'est des crises de la faim, c'est le pouvoir d'achat, c'est la vie chère, c'est le coût de la vie, donc c'est plein de choses et c'est partout un peu dans chaque pays, donc c'est un vrai problème qui risque, comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps à certains de mes interlocuteurs, on arrive vers un fin de cycle où on va se retrouver avec une forme de révolution, ce qu'on appelle les crises de la faim. Ça va être une forme de révolte des peuples contre leurs élites, parce que les peuples sont étouffés, essoufflés, n'en peuvent plus et ne peuvent pas suivre le cours de la vie, parce que leurs moyens financiers, leurs ressources ne leur permettent pas de suivre. Donc, ça ne colle pas. Et c'est partout dans le monde. Et ça risque d'éclater, y compris en Occident comme en Afrique. L'Afrique, déjà, qui est un continent très fragile, avec les guerres, le coup d'État, le putsch, le punch et les juntes. Si on n'y prend pas garde, on ne fait pas attention, on risque de fragiliser davantage nos institutions démocratiques qui ont du mal même à se renforcer démocratiquement. On risque de les fragiliser davantage, de provoquer des crises communautaires, des crises identitaires, des crises politiques, des crises militaires. Mais vraiment, il faut qu'on puisse analyser à froid et on puisse penser, réfléchir, mener la réflexion courageusement afin de faire face à ces défis qui attendent le continent africain. On retourne à Abidjan avec l'ex-président Laurent Gbagbo, qui a eu le congrès de son parti, son mouvement PPACI, à l'Hôtel Ivoire, au palais du congrès de l'Hôtel Ivoire. On va écouter ensemble l'ex-président et on va décrypter l'actualité. L'ex-président Laurent Gbagbo, dans son discours, a dit qu'il souhaiterait compétir à l'élection présidentielle de 2025. L'élection présidentielle de 2025, c'est le droit de tout citoyen, c'est son droit de vouloir compétir. Vouloir compétir et compétir, ça fait deux choses. Est-ce que l'ex-président Laurent Gbagbo jouit de ses droits civiques pour compétir à une élection présidentielle? Est-ce que l'ex-président Laurent Gbagbo remplit les conditions d'éligibilité pour compétir à l'élection présidentielle de 2025? Donc, toutes ces questions-là, on va décrypter. On écoute ensemble et après, je reviens.
On écoute les amis. Merci de vous reconnecter. Merci à vous. Donc on va écouter l'ex-président Laurent Gbagbo avant que la vidéo ne se coupe. Voilà, on va l'écouter. Le premier engagement que moi je peux prendre devant vous, c'est que je vais faire un seul mandat. Je vais faire un seul mandat. Je vais faire un seul mandat pour fixer les clous. Il va fixer les clous de la chaise royale. Enfin. Les clous de la chaise. Parce que il y a beaucoup de personnes qui jouent avec la gestion de l'État. Parce que les clous n'ont pas été fixés. Nous allons les fixer. Et on n'a pas besoin de plus d'un mandat pour ça. On n'a pas besoin de plus d'un mandat. Ils ont vu que c'est pourquoi ils nous ont fait la guerre à partir de 2001. Ils ont vu clair. Ils ont vu où nous allions. Ils ont dit on ne peut pas laisser terminer ce mandat-là. Si on laisse terminer, on est cuit pour demain. Donc, le premier engagement, c'est de dire que je vais faire un mandat, mais un mandat où tout sera bouclé. Talon a dit il va faire un mandat au Bénin et puis il est encore là. Vous êtes toujours ça avec moi. C'est que notre pays a connu beaucoup de problèmes. Effectivement. Effectivement. Beaucoup de frotti-frotta. C'est quoi qu'un frotti-frotta là encore hein? Beaucoup Frotti-frotta. de luttes, de guerre. Mais nous ne connaissons pas la vérité sur tous ces conflits-là. Qui a soulevé la rébellion? Qui a fait la rébellion? Ce n'est pas les enfants que nous voyons là. Ce n'est pas les enfants que nous Tu voyons es là. le coupable de ton choix, oh, un président. Pensez à la rébellion. Qui a fait le coup d'État de 99? Qui a créé tous ces conflits qui nous amènent là où nous ne devions pas être? Discuter et réconcilier. Quand je suis arrivé de la haine, un journaliste me voit, il dit oui, mais président, il faut demander pardon. Alors, je dis pourquoi? Je vais demander pardon pour quelque chose. On dit oui, il y a un tel qui est venu et il a demandé pardon. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas un tel. Je ne suis pas un tel. Je suis ancien président de la République. Il dit frotti-frotta.
Exactement. Frotti, là, c'est un examen. Hein. Voilà. Zepé aussi. Voilà son affaire, là. Tout ce que tu as trouvé. Ah, Zepé, tu dis Frotti. Frotti, là, c'est un examen. Hein. C'est un examen gynécologique pour une femme. On dit Frotti. Quand les femmes font Frotti, là. Vous, là, vous laissez les vieux, là, raconter ça en public. Vous ne savez pas que Frotti était un examen vaginal. C'est pas des... En tout cas, tu portes ton nom. Tous tes trucs là sont là, à ce côté-là. Frotti, frotta. Babson. Laura. Tout le mot que tu as trouvé là, c'est frotti, là, tu as trouvé là. Bien. Donc, mes frères et sœurs, c'était un peu pour détendre l'atmosphère. Et on va continuer. Cette première séquence de vidéos, Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo dit que les gens jouent avec les institutions. Que lui, il veut faire un seul mandat. Il veut faire un seul mandat pour planter les clous. Parce qu'il a dit, hein, les clous. Bon, donc les clous de la chaise présidentielle. Parce que quand on parle de clous, je suis pas... Les clous, c'est la chaise présidentielle parce qu'il veut compétir pour être président. Donc quand il parle de clous, c'est les clous de la chaise. Donc, je retiens que dans cette première séquence, il dit qu'il veut compétir pour un seul mandat. Très bien, donc j'ai noté. Vous avez noté aussi, hein, pour ne pas qu'on oublie le sujet qu'on va traiter ensemble. Deuxième sujet que je veux qu'on puisse écouter ensemble, c'est celui-ci. S'agissant... Pas que les gens confondent. On écoute. Ah oui, j'ai été banquier. Ah oui, j'ai été ceci, mais ça. Ici, on cherche un président de la République. Ici, à Côte d'Ivoire. Laurent Ivoirien. Chef d'État. C'est-à-dire, on cherche quelqu'un qui va prendre les décisions qui vont orienter. Ils vont faire chanson à un Frotti pour pas là encore. Orienter notre politique. C'est ça qu'on cherche. D'accord. On cherche pas un ancien banquier. On cherche pas un ancien En fait, Laurent Ivoirien. Laurent Ivoirien, même. Bon. Bah voilà, il a loupé sa vocation. Voilà, il doit ouvrir un très beau théâtre. Franchement, moi je dis pour sa retraite politique, là, s'il ouvre un théâtre, comme on fait le Parlement là, mais un théâtre, un Parlement théâtral, un Parlement où il anime, je vous assure, il va faire venir le monde, les gens africains pour venir, vraiment pour venir se décompresser un peu. Sur le coup, on en rit, c'est vrai, c'est marrant, c'est drôle, mais c'est le jeu politique. C'est le jeu politique. Et Laurent, il dit, l'ex-président Laurent Gbagbo dit qu'il entend les gens dire « Je suis un banquier, je suis un banquier ». Et qu'ici, on dit « On cherche un président, on ne cherche pas un ancien banquier ». Très bien. Ça, c'est intéressant, hein, parce qu'on va décrypter ça. Je vais juste faire une parenthèse pour dire que un banquier, c'est une fonction. C'est un métier, tout comme un professeur à l'université. Donc, on pourrait aussi dire, est-ce qu'on cherche un professeur alors qu'on cherche un président? Donc, vous voyez, ça, ce sont des jeux de mots. Il faut que les gens comprennent que ce sont des rhétoriques, des jeux de mots, des jeux de scène. C'est pour ça que je parlais de... C'est drôle, hein, parce que ça fait partie du jeu. Mais on va descendre au fond du sujet, puis on va décrypter ensemble. Parce que si on ne cherche pas un banquier, on ne cherche pas non plus un professeur. On peut le dire comme ça. Donc, il faut qu'on reste dans la courtoisie pour pouvoir décrypter ces sujets-là. Bien, on continue les amis. L'ex-président dit que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de banquiers. Elle ne cherche pas un banquier, un ancien banquier, elle cherche un président de la République. Président, c'est pas une fonction, c'est pas président. Merci. Merci Sonia National, Soma National pour les 200 étoiles. Merci, merci, merci. Merci pour les 200 étoiles. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce jeu de mots que je pense qu'il faut que ce qu'on appelle les partisans et les militants arrivent à décompresser sur ces questions-là.
Parce qu'il faut trouver... Parce que quand les gens n'arrivent pas à avoir une réponse face à un sujet, ils deviennent très virulents, ils deviennent très nerveux. Moi, quand il dit, ici, on ne cherche pas un banquier, on ne cherche pas un ancien banquier, on cherche un président de la République, moi, je claque des rires parce que je me dis, forcément, je peux apporter une réponse en disant, mais on ne cherche pas non plus un professeur. C'est ce qu'on appelle les jeux de mots, la rhétorique sur scène dans un débat. Si on ne cherche pas un ancien banquier, on ne cherche pas non plus un ancien professeur. Est-ce que ça, on a besoin de se crêper les chiens pour ça? Je pense vraiment pas. Donc, on peut rire de ça. Et c'est drôle en plus. Donc, il faut en rire. Il faut en rire. C'est drôle. Donc, je vous donne la réponse que vous pouvez apporter pour ceux. C'est pas une réponse en tant que telle. Mais moi, c'est une... voilà, c'est une rhétorique. Ça me fait rire. Parce que on cherche pas non plus. On dit pas... Un pays cherche... ce n'est pas appel à... C'est pas... c'est pas une offre d'appel. Vous voyez? Offre d'emploi. Pour dire... une entreprise cherche... un président ou bien un pays cherche un président. Ça se passe dans les urnes. Ça se passe dans les urnes. C'est là-bas qu'on va choisir. C'est là qu'on va choisir. Et c'est pas écrit ici. C'est pas écrit ici. On dit vote, la citoyenneté, un devoir, une obligation. Aller choisir la liberté d'expression. Prendre ce doigt-là et puis mettre son doigt pour dire je choisis tel projet. Vous voyez, on continue ensemble les amis. Merci Soma pour les 10 étoiles. On continue. Donc, moi, ça me fait rire. Hein. Franchement, j'en ris parce que je trouve ça drôle. C'est drôle en plus. Laurent, c'est un bandit. Il s'est donné des coups à ses adversaires, au fait. Alors, on va écouter ici. Je m'engage à désendetter la Côte d'Ivoire. Alors... Alors, voyez, là où je vous dis que ton riz est jaune. Oh, franchement, comment il s'appelle? En plus, il est toujours là, hein. Il est très... Il est peu intelligent, mais vraiment, à ce moment, je t'apprécie bien en plus parce que tu es toujours là, tu fais partie de mes premiers followers, tu es désagréable dans les commentaires, mais je te garde parce que tu fais partie de ceux qui me suivent, donc en réalité, parce qu'on ne peut pas détester quelqu'un et puis être la première personne à être connectée quand la personne est en live, être la première personne à commenter quand la personne est là. Donc franchement, je te salue fraternellement aujourd'hui. Merci d'être là et merci vraiment de me suivre. Mon riz n'est pas jaune, je peux te dire sincèrement, j'aime l'autodérision et je rigole. Alors ça me fait rire. Parce que ça ne me gêne pas, moi personnellement, quand il dit on ne cherche pas un ancien banquier. Parce que je sais qu'on ne cherche pas non plus un ancien professeur, on ne cherche pas un ancien médecin, on ne cherche pas une ancienne infirmière, on ne cherche pas un ancien cuisinier. On cherche l'expression, la volonté du peuple à le choisir librement, un projet de société. C'est ça une élection. Et moi, en tant que citoyenne, c'est ce que j'ai envie de véhiculer comme message. C'est mon engagement qui est là. Mon engagement, c'est d'apporter des éléments, des rhétoriques, des éléments de réponse, d'apporter, d'éclairer, d'éclaircir à mon humble niveau les sujets, afin de permettre à la société, aux Ivoiriens, à toi et moi, même si on n'est pas d'accord sur des sujets, mais d'être libre de choisir. Tu vois, et ça j'apprécie. Merci d'être là quand même, cher frère. Parce que tu es quand même courageux, hein? Tu es toujours là. On peut être maso comme ça. Tu es maso aussi, tu es maso ta comportement des soroïstes. Ils me détestent, mais quand ils me voient, ils sont heureux. J'ai jamais compris. C'était une parenthèse. Quand je suis dans les héroïstes, ils vont me sonner sur les réseaux sociaux. Mais quand ils m'ont vu là, moi-même je suis dépassé. On peut détester quelqu'un puis l'aimer à la fois. Les héroïstes vont être mazo, ouais. Je vais vous saluer aussi. J'étais à la messe de Requiem du président, l'ex-président Bétier à Paris. J'ai été vraiment surprise. Donc, c'est ce que tu es en train de faire. Ça veut dire qu'on est tous des frères ivoiriens. Au-delà de nos différends, au-delà de nos contradictions, on reste des Ivoiriens d'abord. Quand on se voit, on ne se déteste pas. Parce que c'est génétique, au fait. Vous voyez, être Ivoirien, c'est quelque chose de génétique. Parce qu'on dit que le sang ne se perd pas.
Il y a une attraction. On se voit, on se déteste, et puis on se voit. Et on est content de se parler. Donc, vous pouvez comprendre que les hommes politiques, que ce soit le président Alassane Ouattara, que ce soit le président Laurent Gbagbo, que ce soit, paix à son âme, le président Henri Konan Bédié, quand ils se voyaient, ils sont heureux de se retrouver. Et puis les militants derrière ne comprenaient pas, vous dites, attends, les gens, on ne sait pas pour eux, eux, ils se voient, ils sont contents. Mais parce que c'est comme ça. C'est vous qui n'avez pas compris. C'est pour ça que vous vous bagarrez au couteau pour eux. Et jamais ils vont se bagarrer. Ils se voient, ils discutent, ils sont contents de se voir, de se titiller et dire « Ah, Dieu, t'as tapé fort quand même. » Et puis l'autre, il dit « Il rit. » Mais c'est ça que moi, mon engagement, c'est d'amener la société, la masse, les Ivoiriens à comprendre ce que c'est que le débat démocratique. La démocratie, c'est le débat. C'est la confrontation des idées. C'est pas la bagarre de rue à un couteau, machette, gourdet et autres. C'est pas ça la démocratie. Donc, chers frères, merci d'être là. Merci aussi pour tes insultes. Je prends, de toute façon, j'ai l'habitude, ça me glisse vraiment, je suis là pour. Et puis, tu vois, j'en ris. Donc, on va écouter ensemble. Ici, où l'ex-président Laurent Gbagbo dit qu'il veut un seul mandat, et son seul mandat qu'il veut, c'est pour le désendettement. C'est extraordinaire. Or, dans la vidéo précédente, il dit, l'ex-président Laurent Gbagbo, dans la vidéo précédente, il dit, on n'a pas besoin d'un banquier. On cherche un président, on ne cherche pas un ancien banquier. Mais par la suite, il dit, il va désendetter, il connaît. Mais quand on va désendetter, là, c'est auprès des banques. Donc, c'est auprès des banquiers qu'on va désendetter. Donc, on doit à des banques. Ça veut dire que les États s'appuient sur des banques. Les États prennent des prêts bancaires. Même leur vente de produits, matières premières, là. La transaction se fait dans des banques. Ça veut dire les États, qu'on le veuille ou non, l'ensemble des acteurs jouent un rôle pour le bon fonctionnement de l'État. Que ce soit des professeurs, que ce soit des banquiers, que ce soit des plombiers, que ce soit des servantes, que ce soit des soignants, que ce soit des cuisiniers, que ce soit des chômeurs, que ce soit des vendeurs ambulants. Tout le monde joue un rôle important dans l'histoire, dans le bon fonctionnement de l'État d'un pays, dans le bon fonctionnement des institutions d'un pays. Donc, vous voyez, je vous ai dit que il y a des sujets sur lesquels moi je suis à l'aise. Mais moi, je ne suis pas une adversaire à l'ex-président Laurent Gbagbo. Hein. Je dis, avant de prendre, je dis, il est dans ses droits. Ça, il faut le lui reconnaître. En tant qu'opposant, c'est un très bon opposant politique. Et ça, il faut le reconnaître. Sur le plancher, très sincèrement, dans la classe politique, le plancher en Côte d'Ivoire, opposant politique comme lui, on le rencontre rarement. C'est un très bon opposant politique. Et ça, il sait le faire. Il faut reconnaître à chacun ses qualités. Sur ce plan-là, il sait le faire. C'est un très bon opposant politique. Il sait jouer son rôle politique. Il sait titiller sur le plan politique. Il sait emmerder ses adversaires. Il sait toucher là, il faut toucher pour sortir l'adversaire. Parce que c'est comme un combat, il faut sortir l'adversaire de son champ de confort, il sait le faire. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Hein. Ça, il faut le reconnaître. Parce que le pouvoir était très tranquille, en train de dormir comme des nounous, avec la biberon, la tchatch et tout, dans le lit doué. Et là, quand il sort là, on va dire, oula, bon, il y a un adversaire coriace qui est là, il faut qu'on commence à... Et c'est ça, pour moi, c'est ça le jeu politique. Le jeu politique, et c'est là où il est intéressant, le jeu politique. Et donc, je vais emmener nos compatriotes à comprendre que ce qui se joue là s'appelle la politique, le jeu politique. Mais il y a des réponses, il y a une manière de traiter ces sujets-là, sans pour autant rentrer, je l'ai dit, aller insulter Laurent Gbagbo, insulter Alassane Ouattara, insulter Bédié, même la dépouille d'Henri Konan Bédié, il y a des gens qui trouvent le malin plaisir même de l'injurier. Ça, je me dis, mais c'est pas possible. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Tellement qu'on a instrumentalisé, on a nourri la population de haine, que la population ne sait pas débattre sur ces questions-là. La population ne sait pas discuter, ils ne savent pas se parler, ils ne savent pas se contredire. Moi, mon rôle, là, c'est de vous amener à apprendre
à apprendre la contradiction. Quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, il faut analyser ses propos, il faut apporter des réponses. Celui qui vient insulter ou qui donne des coups, c'est celui qui manque d'arguments. Moi, j'ai des arguments, donc je suis à l'aise. J'ai des arguments sur ces sujets-là, donc je suis à l'aise. Si je ne suis pas d'accord avec les propos de Laurent Gbagbo, j'ai des arguments pour dire, bon là, je ne suis pas d'accord avec tes propos parce que. Si je ne suis pas d'accord avec une action du gouvernement, je sors, je dis, mais là, je ne suis pas d'accord parce que je pense qu'on peut faire mieux. C'est ce qu'on appelle être utile au débat. On va écouter ensemble l'ex-président Laurent Gbagbo. On y va. Je crois que on a un problème en Côte d'Ivoire. Les gens croient que gérer un pays, c'est une affaire d'économiste. Je ne sais pas où ils ont été à l'école et où ils ont appris ça. Non, les techniciens que nous utilisons pour appliquer telle ou telle décision sont des économistes. Oui, mais la politique économique d'un pays, c'est la politique. D'abord. La politique économique d'un pays, c'est la politique. Non, pas du tout. Non, je ne suis pas d'accord. Non. Maintenant, une fois qu'on a défini cette politique, comme j'ai appelé à l'époque les Mamadou Koulibaly, les Bonu Boabré, j'ai dit Non. bon, Non. Alors, pour continuer, on va faire attends. ça. Alors, trouver comment. Alors, la politique économique d'un pays, c'est pas la politique. Parce que la politique pour de la politique, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. La politique pour de la politique, ça n'a pas de sens. C'est comme on dit, manger, c'est manger. Ça n'a pas de sens du tout. La politique économique d'un pays, c'est le mécanisme, c'est les mesures qu'on met en place. Ce sont des mesures qu'on met en place. Ce n'est pas la politique économique d'un pays, ce n'est pas la politique. C'est trop... ça fait un peu démagogique de dire la politique économique d'un pays, c'est la politique. Non, la politique économique d'un pays, ce n'est pas la politique. Ce sont des mesures, ce sont des mesures, ce sont des réformes, c'est la capacité d'un pays à gérer. C'est plein de choses, ce n'est pas la politique. Ce sont des mesures, c'est un mécanisme, c'est ce qu'on met en place pour gérer l'économie intérieure d'un pays comme l'économie extérieure d'un pays, pour gérer ce que le pays sort comme importation et importation. C'est gérer les ressources financières du pays, c'est pallier au manque, c'est une gestion. C'est comme la femme qui va au marché, sa politique économique, qui va au marché, sa politique économique, c'est pas la politique. Son rendement, c'est pas la politique. C'est, elle a vendu, combien elle a gagné, combien elle a perdu, quel est le bénéfice, qu'est-ce qu'elle peut épargner, qu'est-ce qu'elle peut acheter encore plus, est-ce qu'elle peut acheter encore plus, est-ce qu'elle peut diversifier pour qu'elle ait plus de rendement, de rentabilité, plus. C'est tout ça qu'on appelle la politique économique d'un pays. Donc je pense que là, Zepé, je ne suis pas d'accord avec toi sur ce principe de dire que la politique économique d'un pays, c'est la politique. La politique économique d'un pays, ce n'est pas la politique politicienne. Vraiment, alors là, c'est pas du tout ça. Je ne suis pas d'accord avec toi sur ce truc. Non. Je ne suis pas économiste, hein, mais je pense la même chose. Le peu que je connais là. On va faire ça, c'est politique. Je peux même demander à Bayo, si il va vous expliquer. Il va vous expliquer. On peut s'y prendre.
Ok, Maï, pardon, explique-nous. Hein, c'est quoi l'économie d'un pays? Un pays, pour qu'il fonctionne, il a besoin d'emprunt. D'emprunt, d'accord. Donc il fait appel à des banques pour... Mais parle un peu fort, pardon. Il fait appel à des banques pour émettre soit des obligations... D'accord. Que le grand public peut acheter pour financer le pays. D'accord. Soit il demande des prêts à des banques et il doit gérer tout ça par rapport à ce que lui, il produit comme richesse. Par rapport à ce que lui, il produit comme richesse, on appelle PIB là. Voilà. C'est ça la politique économique un peu. Hein. Donc moi-même, il a demandé à Maï, il n'a qu'à nous expliquer un peu. Hein? C'est lui qui aime l'économie. Donc il dit que c'est comment le pays gère ses emprunts, il gère ses dépenses, il gère ce qu'il sort, il gère ce qui rentre. C'est ça la politique économique d'un pays. Donc, tout le monde a écouté un peu, parce qu'il n'a pas envie de trop parler. Il est un peu fâché avec moi, donc on n'a qu'à le laisser dans son coin. Voyez, ça ce sont les enfants de 16 ans. Ça, là, vous voulez jouer en 2025 là. Les enfants là, ils rigolent pas. Vous trouvez dedans là. Bon, frottis, vous êtes dedans là. On n'a pas fait les mêmes universités ou quoi? De Gaulle n'était pas un économiste. De Gaulle était, mais voyez. Pétou n'était pas un économiste. Oui, c'est extraordinaire. Vous voyez, pourquoi moi j'ai écouté et puis je rigole. Il est là, mon frère, Assomian, s'il est là. Vous voyez, moi j'ai écouté les séquences du discours de l'ex-président Laurent Gbagbo. Je l'ai dit, c'est un très bon opposant politique. En tout cas, c'est le Mélenchon de l'Afrique de l'Ouest, ou Mélenchon de Côte d'Ivoire. En tout cas, la France a son Mélenchon, la Côte d'Ivoire a son Mélenchon. Ça, il faut le reconnaître. S'il veut emmerder un pouvoir, il se donne les moyens d'emmerder un pouvoir. Ça, il faut le reconnaître. C'est clair. Maintenant, à la fois, c'est que ce qui est extraordinaire, c'est que lui-même, il dit une chose et il dit son contraire à la fois. Si vous suivez vraiment, vous voyez, il dit une chose et il dit son contraire. Il dit une chose qu'on dit, la Côte d'Ivoire, on dit on cherche un président, on n'a pas dit on cherche un banquier. Mais en même temps, par la suite, il dit, lui, il s'engage pour le désendettement auprès des banques. Et il surenchérit en disant, De Gaulle n'était pas un économiste, mais il a dirigé la France. Ok? Il dit, Pompidou n'était pas un économiste. Pompidou était un professeur, je pense un professeur agrégé, je crois. Il dit, Mitterrand n'était pas un économiste. Il dit, Jacques Chirac n'était pas un économiste. Donc, ça veut dire, ce n'est pas la fonction, le métier. En réalité, le métier de la personne qui détermine sa capacité à diriger un pays. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ce n'est pas le métier, son métier initial, sa profession. Parce que être président, ce n'est pas une profession, c'est une mission, c'est une fonction. Ce n'est pas qu'on est président, c'est une mission. C'est un mandat qu'on te donne. Donc, ce n'est pas un métier. Donc, lui-même, il dit, donc si on n'a pas besoin, si on dit on cherche un président, on ne cherche pas un banquier, vous comprenez pourquoi je rigole. Je rigole parce que je trouve ça drôle. Parce que je sais que par la suite, lui-même va apporter la réponse à sa bourde. Parce que il fait voilà, c'est le punchline, il fait son jeu, c'est normal. Il fait son jeu, ça s'appelle la politique. Il a en face de lui, il y a un public qui est sorti massivement, qui est rempli dans la salle, il y a le public qui est dehors. Il doit dresser un message à ce public qui vient pour quelque chose, qui vient rechercher exactement ça. Donc, il donne ce que son public réclame. Mais sinon, il sait au fond de lui que c'est pas le métier, sa profession, la profession d'un individu qui détermine sa capacité à diriger le pays. Sinon, Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République, le père de la nation, était un planteur, était un simple médecin. À l'époque, on dit un médecin, c'est celui qui a niveau CP. Comment c'est ça? C'est comme entrer en sixième là.
C'est ça, hein, je sais plus, entré en 6e là. Donc, c'est pas quelqu'un qui a fait Saint-Cy, qui a fait l'ENA, qui a fait les grandes écoles économiques, qui a fait des grandes études, c'est pas ça. Donc, c'est pas la profession qui détermine la capacité à diriger correctement un pays. C'est la volonté. D'abord, la volonté, c'est le projet. C'est qui vous entoure. Moi, je peux être président de la République. Et je vous ai dit, je serai candidat en 2025. Parce qu'il n'y a pas de raison que tout le monde est candidat. Moi, je serai candidate aussi. Hein. Parce que j'ai un projet. J'ai un projet. Mais c'est pas parce que je ne suis pas professeur à l'université que je n'ai pas la capacité de faire mieux qu'un professeur à l'université. Voilà. Donc, il faut savoir décrypter, décoder, comprendre d'abord le message afin d'apporter une analyse un peu plus pertinente à ce qui s'est dit. Donc, franchement, le coup de... On ne cherche pas un banquier, on cherche un président. Moi, je m'éclate, je rigole. Moi, ça me fait vraiment rire. Ça me fait beaucoup rire. Ça me fait rire parce que ça n'a pas de... François Mitterrand n'était pas un économiste. Ah ben voilà, il a été président de la France. Jacques Chirac n'était pas un économiste. Merci, Ali Malfila, je t'embrasse. Merci, ma soeur. Enfin. Enfin. Ben voyons. Ben voyons. Vous voyez, Les gens, il ne faut pas qu'on se trompe. D'accord. Il ne faut pas qu'on se trompe. Mhm. Les gens croient que Youssouf, merci. Merci. il faut être économiste pour tracer les sillons d'une politique économique. Ce n'est pas vrai. Le dernier ministre, le dernier premier ministre Oui. de Mitterrand, D'accord, oui. Béligovois. qui a été ministre de l'économie et des finances, Ouais. avant d'être ministre, Oui. j'oublie son nom, Pierre Béligovois. Pierre Bérégovoy. Mais c'est un ouvrier. Très bien. C'était un ouvrier. Très bien. Pierre Bérégovoy n'a pas été à l'université. Oh. Ah, Laura, il voyait. Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé de la vendeuse au marché. Je vous ai parlé de la vendeuse au marché. Je vous ai parlé de la vendeuse au marché de Mitterrand. Laura, vraiment, lui là, vraiment, c'est pas possible. Ouais. Alors, non, est-ce que c'est Pierre Béric? Non. Ça doit être Édouard. Je ne sais plus. Il faut que je précise. Il faut que je précise parce que on va pas. Non, c'est Pierre Mauroy. C'est Pierre Mauroy, je crois. Pierre Mauroy. Je crois que c'est Pierre Mauroy. Mais je vais vérifier. Je vais vérifier pour je sais pas, c'est Pierre. Non, le premier ministre, non. Ok. Pierre Bérégovoy. Très bien. Pierre Bérégovoy. Pierre Bérégovoy. Pierre Bérégovoy, je pense qu'il est de Lille. Il est de Lille. Mais effectivement, Pierre Bérégovoy a été un très bon premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il a été élu de région. Il a été maire de Lille. Il a mis un plan. C'est un enfant d'ouvrier, un paysan qui connaît la terre. C'est l'enfant qui va au marché avec ses parents. Il vend tomates, fruits et légumes. Donc, voyez, l'économie en lui-même, là, c'est ta capacité d'éjection. C'est ça l'économie. C'est que les femmes qui sont au marché, là,
Il y a des femmes au marché qu'on voit comme ça, mais qui sont des très bonnes économistes, contrairement même à ceux qui sortent des grandes écoles, qui ont fait des études. Parce que l'économie, il y a la théorie, et puis il y a la pratique. Dans tout métier, il y a la théorie et il y a la pratique. Et c'est d'avoir le juste milieu, d'avoir la théorie, d'avoir la pratique et de trouver ce de faire l'ance, de savoir doser. Comme on dit, c'est le dosage qui fait ce qui est bon. La femme qui est au marché là, Pierre Bérégovoy, il sait ce que c'est. Il est né, il est l'enfant des terroirs, l'enfant du pays profond. Il sait ce que c'est. Et il a vu, avant c'était les mines. Le nord de la France, c'était les mines. Il a vu ses parents. Et puis après, quand ils ont fermé les mines, il y avait la famine qui s'est installée parce que les gens n'avaient pas de boulot, les gens n'avaient pas à manger, les gens étaient délaissés par la capitale. Et il vendait au marché, il fallait, c'est des pommes de terre. Donc, il sait ce que c'est que vendre. Il sait ce que c'est qu'acheter. C'est comme ça. C'est ce qui a fait la force de Pierre Bérégovoy. Donc, Pierre Bérégovoy n'avait pas la théorie, il avait la pratique. Notre grande maman, Abou Touré, notre grande maman, dans les marchés, sont des experts, mais tout à fait en matière économique, tout à fait. Elles ont la pratique, elles n'ont pas la théorie. Mais est-ce que c'est la théorie qui compte ou c'est la pratique qui compte? C'est de ça qu'il est question. Donc, ce n'est pas les exemples. On ne peut pas balancer des exemples comme ça. Il faut pouvoir expliquer à nos populations. Très bien. On va continuer. Et je vais, comme je l'ai dit, je pense qu'on a déjà écouté plusieurs vidéos de l'ex-président Laurent Gbagbo sur lesquelles je vais m'appuyer pour faire mon analyse. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Parce qu'il y a tellement de vidéos. On ne va pas tout écouter. On va venir sur la CEI. Très bien. Parce qu'il a abordé plusieurs thématiques. Hein, il y a eu plusieurs thématiques. On va venir sur la CEI. Très bien, on écoute. J'ai vu sur une photo des gens qui sont à la CEI. Je les ai regardés, j'ai vu. J'ai dit, mais si ceux-là sont dans un organe qu'on appelle un organe indépendant, Amélie Dangoni, ma soeur, je t'embrasse. Hey. Moi, je les connais. Courage, ma soeur, je t'embrasse. Il ne faut pas se mettre. Abidjan, ici, on se connaît. En long et en large. On se connaît. Oh, le monsieur là, vraiment. Donc, je l'ai dit, haut et fort, il faut changer la CEI. Il faut changer la CEI. Il faut changer la structuration et il faut changer les sommes. Il faut changer la CEI. Parce que dedans, il y a trop de personnes qui ont faim. Il y a trop de personnes qui ont faim. Il y a trop de personnes qui ont faim. Et ce n'est pas à une personne affamée qu'on demande d'être neutre. Parce que vous lui donnez un morceau de pain, il est avec vous. Oh, qui peut donner des morceaux de pain? C'est celui qui est assis dans une boulangerie. C'est celui qui est assis dans une boulangerie. Donc, il peut donner. C'est que, Laura, on dit que c'est toi qui es le boulanger. Tu dis, oh. Moi je lui ai dit, hein. Bon. Il y a trop de personnes dedans qui ont faim. Et je le dis haut et fort pour qu'ils m'entendent. Et s'ils m'entendent, ils savent de qui je parle. Eux-mêmes, ils savent. Et ceux qui ont faim là, eux-mêmes, ils vont dire, ah, Babo m'a dénoncé. Babo m'a dénoncé, mais sans dire mon nom. Bon.
En tout cas, comme je l'ai dit, c'est un très bon opposant politique. Après, on a fini de rigoler, on a fait tout ce qui est théâtral, on a rigolé, venons au vif du sujet. L'ex-président Laurent Gbagbo dit qu'il faut changer la structuration de la CEI, et que dans la CEI, comme vous l'avez entendu, le problème serait la CEI. Moi, j'ai une question. On change la CEI pour la remplacer par quoi? Parce que là, on a rigolé. Hein, parce qu'on a rigolé, il y a des choses, c'est marrant. Moi, je trouve ça drôle. Comme je l'ai dit, d'abord, il faut comprendre une chose. C'est un homme qui a eu une lourde charge. Il a pris des coups. Il a eu un traumatisme. Laurent a eu un traumatisme. Donc, cette façon de faire, de rencontrer les gens et que les gens viennent l'écouter et qu'il rigole, qu'il admire, c'est une thérapie aussi pour lui de surmonter l'épreuve qu'il a traversée, comme une épreuve qui n'est pas simple. Et donc, pour moi, je considère que c'est une thérapie pour lui. C'est sa thérapie à lui, de remonter, de tenir, de guérir de ce traumatisme qu'il a vécu. Très bien. Une fois qu'on a fini de dire ça, venons dans le fond du sujet. Quand l'ex-président Laurent Gbagbo parle de changer la CEI, on change la CEI par quoi? On change la CEI par quoi? Par quel organe? Parce que pour les gens qui ont la mémoire, il faut que moi je l'ai dit, moi mon crime là, c'est d'avoir une longueur d'avance sur le temps, sur les choses. Moi, Gouzane Daounou là, mon tort là, c'est d'avoir eu une longueur d'avance. On peut ne pas m'aimer, ça franchement pour ça, c'est très bien, ça me protège. On peut me détester, c'est très bien, ça me protège. Mais il y a une chose qu'on peut reconnaître. C'est que tout ce qui se vit aujourd'hui, se dit aujourd'hui, c'est comme une prédiction. Je l'avais prédit. C'est des choses qui devaient... C'était une évidence. C'est pour ça que je dis qu'il faut amener les Ivoiriens, les sympathisants des leaders politiques à la réflexion et non à la passion. Je le dis, je le répète. Les hommes politiques, là, quand ils se croisent, là, ils ne se détestent pas. Ils ne se détestent pas. Ils sont contents de se retrouver. Moi, Gouzane Daounou, qui peut imaginer que les soroïstes vont me voir et puis vont être contents de me voir? Qui peut croire ça? Donc ça veut dire, ce qu'on fait, c'est vrai, mais on est quand même des êtres humains, puis après on est des Ivoiriens. Qui peut imaginer ça? Qui? Vous qui me suivez là, qui peut imaginer ça? Donc, la Côte d'Ivoire, là, c'est celle qui nous lie. Donc, génétiquement, on est lié par la Côte d'Ivoire. Donc, quand on se retrouve quelque part, on oublie les coups qu'on s'est donnés. On est content de se retrouver parce qu'on se dit, on est d'abord des Ivoiriens. Et c'est à cela que moi, je veux amener chacun d'entre nous à s'engager vraiment, véritablement sur ce chemin-là. Amenons la population à se dépassionner parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas que les hommes politiques, quand ils se voient, ils sont contents de se voir. Que ce soit l'ex-président Laurent Gbagbo, que ce soit le président Alassane Ouattara, que ce soit l'ex-président Feul, l'ex-président Henri Konan Bédié. Quand ils se sont rencontrés, là, ils étaient heureux de se rencontrer. Mais pourtant, politiquement, chaque groupe là, donne coup à l'autre. Chacun se donne des coups. Parce qu'ils sont dans un combat. Et ce combat, c'est quoi? C'est le pouvoir. Mais quand ils se voient, là, ils se parlent. Ils sont contents de se parler. C'est quand même des êtres humains après tout. Donc, il faut amener la masse à comprendre ça. C'est pour ça que moi, je ris de ce que Laurent raconte. Moi, je ris de ce que Laurent raconte. Revenons à la CEI. Quand l'ex-président Laurent Gbagbo parle de la CEI. Avant la CEI, c'était qui organisait les élections, qui était en charge de l'organisation des élections et d'acheminer les résultats à Abidjan. C'était les préfets des régions.
Mais qui a retiré ce pouvoir-là au préfet des régions? C'est Laurent Gbagbo lui-même. Oui ou non? Non, parce que moi, je veux qu'on soit en contradiction, mais de façon élégante. Et puis, qu'on apporte la contradiction avec des éléments de preuve, c'est-à-dire avec des faits. Parce que l'histoire, là, ce sont des faits, et l'histoire est une répétition. Les élections, là, c'était les préfets qui étaient en charge, c'était l'État en charge. Mais le problème en Afrique, là, c'est la corruption. Ça, c'est un fléau. Donc, Laurent Gbagbo, à l'époque, disait que les préfets étaient nommés par le pouvoir, le PDCI. Donc, étant donné que les préfets sont nommés par le chef de l'État, les préfets ne peuvent pas garantir la transparence des élections. Les préfets pourraient être corrompus et pouvoir participer à la fraude électorale. C'est comme ça que Laurent Gbagbo a demandé, lui qui a mis l'organe de la CEI, qui a mis la CEI en place, oui ou non? Il faut qu'il m'écoute là. Dites-moi, peut-être que je me trompe, hein? Peut-être que je me trompe. La CEI, affaire de CEI, là, commission électorale indépendante, là, c'est pas Laurent Gbagbo qui a lui-même. Donc, tu ne peux pas dire aujourd'hui que cet organe-là, dit aujourd'hui, tu faut voyer. Parce que le président de la CEI, c'est l'ex-président de la CEI, c'est le premier ministre, actuel premier ministre, Beugre Mambé. C'était pas lui qui était à la CEI avant? Oui ou non? C'était pas lui? C'est après lui, quand Laurent Gbagbo a enlevé Beugre, qu'il a mis paix à son âme, Youssouf Bakayoko, oui ou non? Mais qui les a nommés à l'époque? C'est le président en exercice, oui ou non? Donc, vous voyez, il faut qu'on soit sérieux dans ce qu'on dit et ce qu'on fait. Il faut qu'on soit sérieux là-dedans. Et puis, quand le président de la CEI est nommé, autour de lui, les commissaires, là, ce sont les représentants des partis politiques. Si on veut poser le problème de la représentation au sein de la commission électorale indépendante, il faut le poser de façon intellectuelle et puis de façon pas démagogique pour qu'on puisse en parler avec beaucoup de... On puisse traiter le sujet de façon démocratique. Parce qu'en tant que nous, les citoyens, on peut dire qu'on n'est pas représentés. Est-ce que les partis politiques sont plus nombreux que les citoyens? Mais nous, les citoyens, on peut dire qu'on peut être plus représentés dans la CEI. Mais ce sont les représentants des partis politiques qui sont dans la CEI. Parce que quand il dit, il y a des gens qui ont fait. Mais il y a les représentants du PPACI, FPI, mais ils ne sont pas dedans. Il y a un des ministres, ex-ministre de Gbagbo, qui est dans la CEI, qui est dans la commission électorale indépendante. Il a fait, lui. Après, je ne sais pas. Hein. C'est Laurent qui dit qu'il a fait. Le monsieur qui porte les lunettes de quartier, là. Donc, il faut qu'on soit sérieux et on soit correct quand même dans ce qu'on dit. Il faut qu'on soit sérieux et correct. Donc, c'est pour ça que je posais la question de savoir si on change la CEI, là, on la remplace par quoi? On redonne encore l'organisation au préfet. Parce que les préfets, là, ils sont nommés par décret. Par le chef de l'État. Donc, la CEI, en elle-même, n'est pas le problème. S'il faut former les citoyens à la citoyenneté, il faut éduquer la masse à la citoyenneté. Il faut éduquer la masse. Quand tu es un représentant des partis politiques qui vient dans un bureau de la CEI, qui est assis déjà pour les élections, et à qui le parti politique donne des liasses de billets pour aller corrompre ceux qui sont dans la salle. Mais pourquoi toi, ton représentant, on arrive à le corrompre? C'est que le problème n'est pas la CEI, c'est ton représentant qui est un malhonnête, et des deux qui est incompétent, des trois qui n'a pas conscience de ce que c'est qu'une élection. La CEI va faire quoi? Tu vas changer l'organe comme tu veux, mais est-ce que tu as réussi à combattre la corruption? Le mal en Afrique, c'est la corruption. Et ça, tu ne peux... Donc, il faut... Le combat, c'est la lutte efficacement contre la corruption. C'est d'abord une question de CEI. Donc, je vais vraiment apporter des éclaircies sur cette question-là. Et il faut reconnaître une chose. Jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, je le dis et je mets quiconque au défi de me démentir sur ce fait. Jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on a eu un président de la CEI comme Kubien. Jamais, même en Afrique, on n'a pas me donné le nom. Quelqu'un qui a les mêmes compétences que lui,
qui a un amour profond de la loi, des lois, du droit, du citoyen. Donnez-moi. Celui qui peut être, c'est-à-dire qui fait perdre, c'est-à-dire qu'il annonce que sur son mandat à la tête de la commission électorale, et puis les candidats du parti au pouvoir perdent les municipales, les élections. Donnez-moi le nom d'un pays africain. Je dis bien africain. Africain, à part le Sénégal, donnez-moi le nom d'un pays africain. Encore même au Sénégal, Sonko, c'est une bataille qu'il a menée pour pouvoir gagner Ziguinchor. Parce que Ziguinchor, c'est derrière la Gambie. C'est ça la chance de Ziguinchor. Enfin, chance ou chance, c'est ça. Parce que, sachez qu'entre Ziguinchor et Dakar, il y a un pays qui est au milieu, qui est la Gambie. Donc, la corruption, si eux, ils ont décidé, ce qui va se décider là-bas, ça va se décider. Donnez-moi le nom d'un pays africain. C'est sous cette CEI-là que l'opposition a des députés à l'Assemblée nationale. On ne peut pas dire que il peut y avoir des failles à l'intérieur du pays, mais on ne peut pas venir faire dans un congrès dire que la CEI est le mal de la Côte d'Ivoire. Mais sous Laurent Gbagbo, là, on a vu que on a déchiré. C'est la première fois dans l'histoire du monde, on déchire en direct comme ça les résultats d'une élection. Qu'on peut contester, hein, on peut contester. Mais on a déchiré en direct. Je me suis arrivé à me poser la question, je me dis, mais j'ai dit ça à des amis il n'y a pas très longtemps. J'ai poussé la réflexion. Je n'accuse pas. Mais je me suis interrogé pour dire, mais est-ce que le jeune monsieur Damana Picasse là, est-ce que lui-même n'était pas complice même de la rébellion? Parce que pourquoi venir créer une tension comme ça qui peut mettre qui a mis le pays à feu? Et puis toi, tu n'es jamais parti en prison. Moi, j'ai posé la question là aux gens. Je ne l'accuse pas. Je dis, ce sont les interrogations. Bien évidemment. Je me suis interrogé. Parce que pourquoi tu peux venir poser un acte qui, tu sais que là, en posant l'acte là, tu vas mettre le feu au pays. Et tu l'as posé. Il y a un guy sur roche. Moi aussi, vous avez me réfléchir. Il dit, je ne sais pas. Mais il fallait que je réfléchisse, je ne comprenais pas. Donc, est-ce que c'est la CEI qui a demandé à Picasse de déchirer? Non. C'est une question d'éducation politique citoyenne. Il n'a pas connaissance du droit des lois. Et le problème en Afrique, c'est ça. La corruption, la complaisance, le laxisme. C'est ça le problème en Afrique. C'est ça le mal des institutions démocratiques. C'est ça le mal des institutions en Afrique. C'est pas la CEI le problème. Moi, j'ai un candidat. Je veux que mon candidat gagne. Je suis assise. Là où je suis assise dans le bureau de vote. Personne ne peut venir bourrer les îles là pour me donner. Quels que soient tes milliards, tu vas donner, je ne prends pas. Donc ça veut dire que je suis déjà prête. Intellectuellement prête. J'ai les capacités et les connaissances. Je sais ce que je veux. Je suis libre. Je suis libre. Alors, donc vos représentants ne sont pas libres dans les bureaux de vote. Ce sont des corrompus et des malhonnêtes, c'est tout. Et c'est eux le problème, ce n'est pas la CEI. Ce sont les représentants des candidats qui sont malhonnêtes. Je prends un exemple simple, je l'ai même publié sur ma page. Au Togo. Et je dis bravo à ces femmes togolaises. Bravo à elles. Il faut des femmes leaders comme ça, des femmes libres, des femmes engagées pour faire fonctionner la démocratie en Afrique. Les femmes, lèvons-nous. Lèvons-nous. Imposons-nous pour faire changer les choses. Regardez au Togo. Regardez au Togo. Je reviendrai sur le cas togolais. C'est tellement criard. Et tu as des intellectuels même qui sont assis et puis qui soutiennent ça. Tu dis, ouais, ce continent est terrible. Donald Trump avait raison. C'est pas possible. Il a dit que un président, son papa est décédé. Lui, il est devenu au pouvoir. Il est assis là. Il a mis son frère à prison. Il a mis tout le monde à prison. Et puis il est assis là. Et puis maintenant, il décide désormais, maintenant, il n'y a plus d'élection dans le pays. Ce sont les députés qui vont voter pour le président de la République. Ah! Les députés qui sont lui-même ses députés à lui, qui vont voter en majorité. Donc, ça veut dire qu'il devient éternellement président jusqu'à sa mort. Mais un État n'est pas une entreprise familiale, ni privée. C'est un État. Si tu veux être président ou PDG jusqu'à ta mort, mais tu vas dans ton entreprise.
Tu crées tu fais comme les Bolloré, là. Tu fais comme la Gardère, tu fais comme Bouygues. Ce sont des entreprises familiales, là. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, non, quitter. C'est leur entreprise familiale. Mais un État, quand tu viens, tu t'assois, puis tu veux rester là jusqu'à ta mort. Mais si chacun devait rester jusqu'à sa mort, toi, ton père ne serait jamais président, toi-même, tu ne serais jamais président. Et il y a des intellectuels africains qui soutiennent ça. Je reviens sur ce cas-là. Et que tu regardes ça, tu te dis, mais c'est quoi ce continent lunaire? Voilà les sujets que nous devons évoquer, que nous devons traiter, pour amener la masse à comprendre. Vous voyez, je ne fais pas du coq à l'âne, mais c'est tellement, tout est relié. Et il y a eu des femmes dans les bureaux de vote au Togo. Le monsieur est venu avec tu vois les vidéos là, il prend ils ont tout préparé. Et puis les bureaux de vote sont là, puis il prend il met dedans. Et puis il est fier, il met dedans. Il met dedans. Et puis il est fier. Il y a les femmes qui l'ont attrapé, qui disent là, tu vas t'arrêter là. Vous voyez, là où la femme est engagée, il y a au moins 90% de réussite. Mais là où les hommes sont engagés, il y a 95% d'échecs. Donc, faisons le choix de la femme maintenant. Oui. Et on va s'asseoir. Regardez, en Côte d'Ivoire. Les exemples, je peux vous en donner. Prenons Ferké simplement. Ferké. Pour dire qu'on va prendre le côté symbolique de la chose. Mais à Ferké là. Le candidat du pouvoir. Le candidat du pouvoir. C'est-à-dire que le candidat du pouvoir, que tout le Gotha a soutenu, il a perdu à Ferké. Mais c'est l'opposition qui a gagné à Ferké. Donc on ne peut pas dire que la CEI là. La CEI, on ne peut pas accuser la CEI. Il y a les indépendants qui ont gagné en Côte d'Ivoire aux élections législatives. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais prendre un autre cas, qui est à côté. Chez Alpha Yaya Touré. Le député Alpha Yaya Touré. Donnez-moi le nom de sa mairie. La mairie où la dame, il y avait une dame qui disait, elle disait du fétichisme là. C'est pas quelque chose. Kolia. C'est ça, c'est Kolia, non? Si je me trompe, c'est Kolia. Il n'était pas le choix. Mais pourquoi il a gagné là-bas? On a pris même un ministre, on lui a donné tous les moyens. Le bourri même d'argent, on lui a donné, on dit, va faire perdre le petit là-bas. Mais il a gagné. Kolia, merci. Kone Ibrahima. Merci. Agbon. Agbon. Ben Ibrahim me dit, bon, d'accord. C'est bon. Lui, c'est Agbon. C'est Agbon. Parce que c'est Agbon. Aïcha connaît, c'est Agbon. Ça me réveille, c'est Agbon. Merci, Ben Ibrahim. C'est Agbon. Mais il a gagné. Pourquoi il a gagné là-bas? Pourquoi il a gagné là-bas? Parce que la jeunesse qui est là-bas est déterminée que la corruption ne va pas les prendre. Pourquoi il a gagné là-bas? Il a gagné là-bas parce qu'il est auprès de populations. On appelle ça la proximité. Le peuple aime les gens qui sont à leur côté, avec lesquels ils échangent, avec lesquels ils parlent. Tu peux l'aimer, tu ne peux pas l'aimer. Le gars, il a gagné. C'est tout. Voilà. Mais il a gagné. Il a gagné face au candidat du parti au pouvoir. Donc, on ne peut pas dire que la CEI je prends l'eau, ça comme ça, verser sur la CEI. Moi, je n'accepte pas ça. C'est une institution sérieuse. S'il y a des aménagements, s'il y a des propositions, s'il y a des, comment on appelle ça, des amendements, il y a des suggestions, on peut faire des suggestions. Mais dire que la CEI est un problème, franchement, pour le coup, Laurent Gbagbo, je pense que là, tu en fais un peu trop. En fait. Avec tout le respect que je te dois, hein, je reconnais tes compétences. Hein, parce que faut pas les gens, ils aiment les raccourcis. Gouza a dit que Laurent Gbagbo, c'est nanana, frotti frotta, pour utiliser ton expression. Parce que les frotti frotta, là, il y en a beaucoup là-bas autour de toi. Faut pas les frotti frotta qui sont autour de toi, là, vont mal interpréter mes propos. Je dis, là, tu as fait quand même. Voilà. Ce n'est pas la CEI qui a retiré
Laurent Gbagbo, si la liste électorale, c'est la justice ivoirienne. Donc moi, je l'ai toujours dit et je le maintiens, je le répète. Le problème là, c'est la question du droit, du respect des droits, du respect des principes. C'est la connaissance des choses. Je reviens dessus. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Laurent Gbagbo a des députés à l'Assemblée nationale et des vice-présidents de l'Assemblée nationale et PPACI. C'est mon propre tonton, Rai Hubert. Le fils de Laurent Gbagbo est député à l'Assemblée nationale. Moi, je n'aime pas. Vous aimez perdre du temps sur des choses simples et vous perdez du temps. Et après, vous êtes étonné. Je ne comprends pas. Pourquoi vous pouvez perdre autant de temps? Mais l'Assemblée nationale vous donne les outils démocratiques pour revendiquer ou demander pour réinscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Pourquoi vous n'utilisez pas les outils démocratiques là? Je répète, le député Évariste Meyambli, je répète, et les images sont là. Il a fait un projet de loi, 2 projets de loi qu'il avait soumis à l'époque à l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, sur l'amnistie et sur l'indemnisation des victimes. Ce projet de loi-là, tout ce que vous revendiquez aujourd'hui, là, ça est dans ce projet de loi. Ce projet de loi-là, tout ce que vous revendiquez est dans le projet de loi. Et puis, il a déposé ce projet de loi-là sur le bureau de l'Assemblée nationale à l'époque. Guillaume Soro était le président de l'Assemblée nationale. Projet de loi, ils ont plus mis dans le placard, dans le tiroir. Aux élections législatives, en septembre dernier, quand Gbagbo a soulevé le problème de son nom sur la liste électorale, le fils, ils vont faire des manifestations, on va aller à la rue, on va aller ceci. Évariste Meyambli a dit, au lieu d'aller à la rue faire ceci, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin encore de tomber dans le chaos ou dans des crises à des points infinis. À chaque élection, quand l'élection doit arriver, il y a les crises. Pendant l'élection, il y a les morts. Après l'élection, il y a les morts et il y a les crises. À quel moment on va grandir? Vous ne pouvez pas, moi je vous exhorte, quitter la rue. Le projet de loi là, moi je vous donne ça gratuitement. Je ne demande même pas même 1 franc symbolique. Prenez. Allez-y avec ce projet de loi de l'amnistie. Au moins, vous avez un projet de loi que vous pouvez présenter au chef de l'État, le président. Vous dites, voilà le projet de loi. Maintenant, quand le président dit, lui, le projet de loi, ça ne l'intéresse pas, à partir de là, vous posez le débat politique. Vous dites, mais attends, si tu veux la paix, si tu veux la stabilité du pays, si tu veux la concorde nationale, si tu veux la réconciliation de tous les enfants de ce pays, il y a un projet de loi, pourquoi tu refuses ça? Là, vous posez un débat politique qui est audible. Mais oui, parce qu'on peut pas, c'est pas dans le frotta qu'on va trouver des solutions, en fait. Pas dans le test dans frotta là. Je vous ai dit que c'est examen vaginal du col de l'utérus. C'est que frotti là. Je ne sais pas, Gbagbo aussi, il est venu parler de ça aussi dans le congrès là. Gbagbo, toi aussi, tu dois aimer frotti, oh. Ah, dame. Dans le congrès, tu es venu parler de frotti là déjà. Secret des femmes là, tu es venu sortir ça dans le congrès. Donc, voyez, je vais vous dire que Laurent Gbagbo, son nom c'est très de fesses. Donc, voilà, très de fesses, aime frotti frotta. Laurent. Viens les bandits. Papa. Bon. Donc, vous avez un projet de loi qui est là. Prenez le projet de loi, servez-vous de la loi de la République, des institutions, pour revendiquer un droit. Maintenant, vous laissez ça de côté, vous voulez faire des manifestations de masse, oui, c'est la CEI. Mais la CEI ne retire pas le nom de quelqu'un sur la liste électorale. C'est la justice. Donc, adressez-vous au ministre de la Justice. Adressez-vous au juge, au procureur. Vous perdez un temps fou. Et je vais conclure là-dessus pour ne pas aller plus loin.
Voyez-vous, pour ceux qui me connaissent, moi, Gouzane Naounou, fille de la République, amoureuse des institutions, des valeurs de la République, je fais la promotion des institutions. Je dis, sans République, nous sommes des esclaves. C'est clair. Sans République, nous sommes des esclaves. Aujourd'hui, là, la question qui doit se poser, là, c'est quelle offre politique pour la jeunesse en 2025? On sort de tous ces débats-là, on est dans le floua-floua, dans le frotti-frotta. Quelle offre politique pour la jeunesse en 2025, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire? On dit, mes parents ont vieilli, me transmettent l'héritage pour que je puisse pérenniser l'héritage de nos aïeuls. Le problème qu'on a en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays africains, c'est que les aînés refusent de transmettre l'héritage. Ils le conservent. Mais l'héritage là, si ton père ne te transmet pas l'héritage, à tes petits-enfants, il va transmettre l'héritage. Ça, c'est le débat que tout citoyen ivoirien qui a moins de 45 ans doit se poser aujourd'hui. Les aînés là, qui ont 79 ans, qui ont 75 ans, qui ont 79 ans, qui ont 80 ans, qui ont 82 ans, qui ont 83 ans, qui ont 84 ans, qui ont 85 ans, qui ont 86 ans, qui ont 87 ans, jusqu'à 90 ans là. Eux, ils veulent conserver le pouvoir. C'est quel héritage ils vont laisser à vous, à vos enfants, à nous, nos enfants? Si à nous-mêmes, ils ne sont pas capables, ils refusent même de transmettre le pouvoir à la génération, aux jeunes, ils veulent garder là. Vous voyez ça, à nos petits-enfants, ils vont transmettre. Ils sont tous plus âgés que la République de Côte d'Ivoire. La République est née en 1900, la première République est née en 1959. La première République. Ils sont plus âgés que la première République. Parce que la première République est née en 1959. Eux, ils sont nés en quelle année? La deuxième République est née en 1960. Moi, ma mère n'était pas encore née. Ma mère, là, celle qui m'a mis, elle n'était pas encore née. Et puis la deuxième République est née. Eux, ils sont nés avant la première, avant la deuxième. Et puis la troisième République est là encore. Et puis ils sont là. Et vous vous mobilisez pour vous bagarrer, pour vous entretuer pour eux. Vous avez quel âge? Quel est votre âge? Quel est votre âge? Je vois là sur les réseaux sociaux, on dit, on va les tuer, on va faire ceci, on va... Donc vous allez rester bête éternellement. Vous allez vous entretuer pour qui? Pour qui? Vous avez quel âge? Et ils ont quel âge? Mais ressaisissez-vous et posez le vrai débat. Quelle offre politique? Le débat est quelle offre politique? On va rester dans les mêmes débats de pro-Gbagbo, pro-Ouattara. Bédié et moi, on nous a laissé. On ne peut même pas tirer des leçons de ça. Bédié nous a laissé dans ça, il est parti. Paix à son âme. Et on est encore dedans. Aucune leçon n'est tirée. Pourquoi? Voyez-vous, et je vais conclure sur la Troisième République. En octobre 2016, j'ai dit non à la Troisième République. Mon cousin Naoulou. Quand il y a eu le débat de la Troisième République, moi, cousin Naoulou en France, là, j'ai porté le nom, j'ai dit non à la Troisième République. Et je vous donne mes raisons. Moi, je suis quelqu'un de juste, je vous ai toujours dit ça. Parce que j'aime prévoir. On dit prévoir, c'est éviter les conflits, le chaos. En 2016, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Diom, a envoyé sa délégation pour venir convaincre la diaspora. Je répète mot pour mot. Soro Diom est vivant. L'ex-président Guillaume Soro a envoyé une délégation de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour venir convaincre la diaspora ivoirienne de mobiliser et de demander aux familles de rester au pays, de voter pour la Troisième République. Je vais taire le nom des personnes qu'il a envoyées parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas les mettre dans les conflits. Ils se reconnaîtront. Il y avait un avocat dedans. Il y avait un opérateur économique.
Le débat s'est tenu au métro Front Populaire à Aubervilliers, dans une des salles des ICAD, pour ceux qui connaissent. On était 3 parmi le lot. Il y avait le RDR, le PDCI. Écoutez bien ce que je vais dire. Je dis, il y avait le RDR, le PDCI. Ils étaient remplis. Ils étaient tous pour la 3e République. J'étais assise dans la salle. Le magistrat est venu dérouler la constitution de la 3e, la nouvelle constitution ivoirienne. Venu expliquer le bonheur que ça va apporter à la Côte d'Ivoire, l'équilibre que ça va apporter à la Côte d'Ivoire, le bien que ça va faire à la Côte d'Ivoire. Il a parlé, il a parlé, il a parlé, il a fini de parler. Le point qui a attiré mon attention, où j'ai dit non à cette 3e République-là, c'est sur le verrou de l'âge qui a sauté. Je répète, le point qui a attiré mon attention, c'est sur le verrou de l'âge qui a sauté. J'ai posé la question à ce magistrat, pas magistrat, à ce juriste, voilà, c'était un juriste. À ce juriste, je lui ai posé la question. Je dis, vous avez quel âge? La question que j'ai posée à ce juriste-là. Vous avez quel âge? Vous, juristes, vous estimez que des personnes de plus de 75 ans devraient être candidats, compétir à une élection présidentielle où on parle de l'avenir de la nation, du peuple. À 75 ans, vous croyez à ça? Pourtant, on a tous reproché à Félix Houphouët-Boigny d'avoir gardé le pouvoir jusqu'à la vieillesse. Et on a reproché que c'est parce que Houphouët s'est maintenu au pouvoir jusqu'à sa mort que la Côte d'Ivoire est tombée dans le chaos. Et vous, vous êtes juriste, vous venez vous asseoir ici pour nous parler de 3e République où des personnes de 3e, 4e âge doivent être candidats à l'élection présidentielle. Moi, Gouzad Laoum, dans la salle là, c'est ce que j'ai posé. J'ai levé la main, j'ai dit, je suis contre cette 3e République. Parce que le verrou de l'âge doit rester à 75 ans. Ça va nous éviter beaucoup de problématiques. La Côte d'Ivoire sort péniblement de crises politiques, militaires, sociales, identitaires. Évitons de rajouter, préparer des crises à venir. Le verrou de l'âge là, ça va envoyer problème demain. On était en 2016, ici en France. Vous avez la réponse qu'ils m'ont donnée dans la salle là. La réponse qu'ils m'ont donnée, les 2 partis politiques qui étaient nombreux dans la salle, RDR et PDCI. Le RDR dit que, je répète, hein, à l'époque en 2016, là, les représentants du RDR, le verrou de l'âge qui a sauté là, le verrou de l'âge qui a sauté, c'est bien. Quand Gbagbo va sortir de prison demain, il pourra être candidat. C'est ce que les délégations qu'ils envoyaient pour convaincre les gens là, d'aller voter la 3e République. Il leur disait, quand ils vont trouver le groupe des FPI, ils vont leur dire, à voter, ne vous opposez pas. Quand Gbagbo va sortir demain, il sera candidat. Donc, les militants du FPI là, il a dit, mais vous êtes vraiment des moutons d'air. Vous pensez que Gbagbo n'a qu'à sortir de prison et puis il est candidat dans un pays? Quelqu'un qui a dirigé pendant 10 ans le pays, où on a eu le chaos dans ce pays-là. Quand il sort de prison, là, il doit commencer à préparer ses mémoires. Il doit écrire ses mémoires. Il doit sensibiliser la jeunesse, les hommes et les femmes, à ne pas revivre. Excusez-moi. Hein. Quand il sort de prison, là, il doit faire des conférences pour parler aux gens, pour dire, mais moi, les crises, comment on peut éviter les crises? Voilà sur le plan intellectuel où on attend Gbagbo. Ce n'est pas de venir pour être candidat. Les FPI de l'époque m'ont traité de mercenaires d'Alassane Ouattara.
On dit, vous la voyez? Elle est venue ici, elle a dit, mais attendez. Je vous parle des verrous de l'âge. On est en 2016. Ça, c'est en 2016, hein. Le PDCI, là, ils sont contents. Sans pousser même la réflexion, PDCI, ils sont contents. Non, c'est bien. On n'a qu'à sauter le verrou de l'âge. Les 75 ans, là, on n'a qu'à sauter. Parce que si on saute le verrou de l'âge, Bédier va être candidat. J'ai dit quoi? Il dit, mais vous, vraiment, hein, vous êtes sûr de ce que vous dites là? Parce que je suis vivant, oh. Dieu m'accorde longue vie. Ceux qui étaient dans la salle, là, nombreux sont vivants. Je leur ai dit, vous êtes sûr de ce que vous dites là? Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Non, on n'a qu'à sauter des verrous de l'âge. Parce que si le verrou de l'âge a sauté, là, Bédier va revenir au pouvoir. Bédier va être candidat. Je lui ai dit, mais attendez. Donc, vous allez me dire que dans PDCI, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut être candidat à part Bédier. Bédier ne peut pas préparer quelqu'un dès maintenant pour être le candidat du PDCI. Vous voulez forcément quelqu'un qui a plus de 75 ans. Je leur ai dit ça. Je leur ai dit ça. Voilà ma petite sœur qui est venue directement. Son brode, il te salue, jeune sœur. Non, mais le verrou de l'âge concerne tout le monde. C'est ce que je suis en train de dire, petite sœur. Ça concerne tout le monde. Parce que si on met le verrou de l'âge là, depuis la première constitution, c'était 75 ans. Ou faut Boigny même, qui a vieilli au pouvoir et qui est mort au pouvoir là, il a maintenu les 75 ans parce qu'il sait qu'après là, ça peut avoir un problème à son pays. Mais vous trouvez ce malin plaisir à faire sauter le verrou de l'âge. Maintenant, ça va trouver en fonction des militants, on adapte un discours qu'il faut. Je vous ai dit, en 2016, ce que vous avez sauté là, est-ce que vous allez assumer? Quand j'ai dit au PDC, vous êtes sûr de ce que vous dites? Ils disent, Bédier sera candidat. Je dis, tiens, que Dieu nous accorde longue vie. Le jour où affaire va arriver sur ça là, je vais sortir pour vous rappeler. Moi, je n'oublie pas, je vais vous rappeler ça. Je suis allé trouver les responsables du RDR. Je leur ai dit, verrou de l'âge que vous acceptez qui va sauter de la 3e République là, est-ce que vous pouvez assumer ça? Vous êtes sûr que vous allez assumer? Si Gbagbo sort des prisons demain, qui dit les candidats là, vous pouvez assumer ça. C'est ce que je leur ai dit. À Paris, ici, en 2016, moi, je leur ai dit ça. Ah, Gbagbo va sortir, il sera candidat, il sera candidat. J'ai dit, ok. 2016, on est en 2024. Ça fait combien d'années? Ah, oh, ma petite soeur, je t'embrasse. Zombrod, sois saluée, ma petite soeur. Toi, tu disais que politique, là, c'est politique. Mais le lien de sang, ça reste le signe de sang. Les hommes politiques, là, quand ils se voient, ils s'embrassent. Il n'y a pas de raison qu'ils n'ont qu'à se donner des coups de poing. On se donne plus de coups de poing. On peut être en désaccord, mais on reste des frères et sœurs. Et ça, là, il faut que ça reste dans notre... Il faut vraiment que ça soit notre... Hein? Je t'embrasse et j'embrasse le bébé. Enfin, la grande, parce qu'elle n'est plus bébé, elle est grande maintenant. Je l'embrasse. Donc, aujourd'hui, là, ce que je disais en 2016 est arrivé. Gbagbo dit, il veut compétir, on fait quoi? Si on avait gardé verrou de l'âge, là, vous pensez que Gbagbo allait venir pour dire que je vais compétir? Est-ce qu'il allait dire ça? Mais donc, c'est nous-mêmes on a provoqué tout ce qui est là. C'est nous-mêmes on a cherché ça. Je vous ai dit ça en 2016. Et moi, j'exhorte. Et je reviens là-dessus pour conclure. Je dis, dans tous les grands partis politiques de Côte d'Ivoire, que ce soit le RHDP, que ce soit le PDCI, que ce soit le PPACI, que ce soit MGC, que ce soit la gauche même, j'ai envie de dire la gauche ivoirienne, que ce soit les centristes, que ce soit les libéraux, la droite ivoirienne, que ce soit les libéraux, parce que la gauche ivoirienne, c'est l'ensemble de Gbagbo, de Simon, de Blé Goudé, c'est la gauche ivoirienne. La droite ivoirienne centriste, c'est le PDCI. Les libéraux, c'est le RHDP.
Ils sont les libéraux. Donc, ces trois courants de pensée là, ces trois courants politiques là, il faut que dans chaque courant politique, on puisse engager le débat de remettre le verrou de l'âge à 75 ans. Remettez le verrou de l'âge dans la Constitution, là où c'était, puis vous avez enlevé là. Remettez ça là-bas. Remettez le verrou de l'âge à sa place. Remettez le verrou de l'âge à sa place. Le verrou de l'âge, remettez ça à sa place. Quand je dis ça, j'entends il dit, le président du Libéria là, il est plus âgé, il a 75 ans, il est président. Le président du Libéria là, il n'a jamais été président de sa vie, c'est sa première fois. Mais pourquoi vous voulez que les anciens présidents deviennent présidents à plus de 75 ans? Mais est-ce que c'est censé? Mais est-ce que intellectuellement, même les gens, si ce n'est pas la haine des uns des autres, si ce n'est pas la rancœur qui peut animer les gens à arriver à ce genre de conclusion-là, je pense que ce soit un projet. Moi, je ne crois pas que ce soit un projet réel. Il n'y a que la rancœur, la colère, le ressenti qui peut amener... Mais c'est la colère, le ressenti, ce sont des émotions qui sont naturelles. Je ne dis pas pourquoi vous avez des ressentis, vous avez des colères. Mais je dis, mais quand on prend du recul, parce que quand on est en colère, on s'énerve, on crie, on fait tout. Mais après, maintenant, je me suis défoulé. Mais au moment quand vous avez fini de vous défouler là, vous-même, quand vous posez ça sur la table là, des personnes âgées qui sont les plus âgées que la République, vous vous asseyez puis vous dites qu'ils n'ont qu'à être candidats. Donc, vous allez dire que dans les différents courants là, dans les courants politiques, les trois courants politiques là, il n'y a personne qui est là-bas qui a moins de 70 ans ou 73 ans ou 75 ans qui peut être candidat. Il n'y a personne là-bas. Il n'y a personne là-bas qui est intelligent qui peut être votre candidat. C'est que ce n'est pas la peine. C'est que ce n'est même pas la peine. Mais c'est pas la peine. Vous voulez qu'on garde les vieux comme ça, ils sont plus faibles, affaiblis, et vous allez jouer avec le pays, les institutions et avec l'argent. Parce que je ne vois pas, c'est que je n'arrive pas à comprendre ça en fait. Je n'arrive pas. Je mets dans tous les sens, mais ce n'est pas possible. Il n'y a personne. Pourquoi on revient encore sur le même débat? De 2010, on est revenu sur ça encore. 14 ans après, mais les Ivoiriens grandissent un peu. On peut éviter les tensions inutiles dans notre pays. On peut éviter des crises dans notre pays. On peut éviter des guerres dans notre pays. La Côte d'Ivoire est entourée de pays instables. On ne peut pas se permettre de jouer avec ces choses-là. C'est maintenant ou jamais. La Côte d'Ivoire est entourée de pays instables. Vous ne pouvez même pas vous en rendre compte de ce qui se joue. Mais quand même... Pourquoi? Au PPACI, il n'y a pas de gens là-bas être capables. Moi, j'ai terminé, je vais poser la question suivante. Comme j'ai vu mes soeurs qui sont là. J'ai vu ma soeur, son brode, j'ai vu le PPACI qui s'est connecté. J'ai une question à vous poser. Sincèrement, hein. Si Gbagbo n'est pas éligible pour les 2025, il n'y a pas un autre candidat là-bas qui peut être éligible? Non. Après Gbagbo, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut être candidat? Après le président Alassane Ouattara, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut être candidat? Bédié est mort. Donc on peut parler de Bédié. Siam est candidat du PDC. Donc il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas. Mais si vous me dites qu'il n'y a personne... C'est que vraiment, même vous-même autour des personnes, vous ne pouvez rien apporter. C'est que ce n'est même pas la peine. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a personne dans des grands partis politiques. C'est que mais ce sont des partis politiques. Fouka. Pourquoi? Il y a des compétences, il y a des intelligences, il y a des personnes qui peuvent porter, mais c'est l'ego des uns et des autres. Pourquoi pas moi? Si ce n'est pas moi, faut pas ça va être lui. Ça n'a qu'à être moi. C'est ça qui est en train de détruire la cohésion sociale dans ce pays-là. C'est ça qui est en train de bouffer les partis politiques dans ce pays-là. C'est ça qui est en train de fragiliser même les partis politiques.
Parce que si ce n'est pas moi qu'on a pris, faut pas, ça va être quelqu'un d'autre. Mais comme ce n'est pas moi là, moi je sais qu'ils ne vont pas me prendre. Donc moi je veux que ce soit Gbagbo. Comme ce n'est pas moi qu'on va prendre pour être le candidat, moi je veux que ce soit le président Alassane Ouattara. C'est Ado ou rien. Ce n'est qu'à être l'autre candidat. Ce n'est qu'à être Gbagbo l'autre candidat. Tout ça là, c'est parce que ce n'est pas vous. Vous êtes sûr que vous n'avez pas la carrure, vous n'avez pas la compétence, vous n'avez pas la niaque. Vous n'êtes pas capable de rassembler même la moitié de vos propres militants et des bases. Donc vous n'êtes pas capable d'aller chercher, d'aller convaincre les autres. Donc vous vous dites, moi je préfère que ça soit lui. C'est qu'on est dans un jeu qui ressemble pas à la sorcellerie. Mais oui. Comme c'est pas moi là, ça veut dire que c'est que les FPI ont fait à l'époque là. Gbagbo ou rien. C'est ça là, on est dedans aujourd'hui. Gbagbo ou rien. Par exemple, le principe du Gbagbo ou rien, c'est ça. Comme c'est pas moi, c'est la carte Gbagbo. Donc au PPACI, il n'y a personne là-bas. Mais vous allez finir, hein? Moi je suis en train de vous dire, et vous allez me dire, Gbagbo que vous voyez là, Laurent là. Laurent va venir s'arrêter devant vous et puis va vous dire que, comme je ne suis pas sur la liste électorale, donc ma petite femme n'a qu'à être ma candidate. Et ça va vous faire 20 mois. C'est moi qui vous dis ça. Quand il parle là, moi je ne suis pas Soro Guillaume. Il dit quand il parle là, enregistrer et puis garder dans un petit coin, il notait pas. Il va venir, bon, quand Gbagbo va venir vous dire, ou bien le verrou de l'âge là, parce que moi je souhaite que le verrou de l'âge soit remis à sa place dans la Constitution. Là où ils l'ont enlevé, ils n'ont qu'à le remettre, ils n'ont qu'à remettre verrou là-bas. Là où ils ont enlevé verrou là, ils n'ont qu'à remettre verrou à sa place. Remettez verrou à sa place. On va conclure avec toutes ces histoires de guerre inutiles. Remettez verrou à sa place. Chacun va prendre ses responsabilités, va se présenter à son projet, va aller convaincre les Ivoiriens, parce que c'est de ça qu'il s'agit. S'il a convaincu, il gagne. Et puis on dit que le meilleur gagne. Dans un débat serein, propre, élégant, et puis sans bain de sang. Évitons qu'il y ait des bains de sang à chaque élection dans notre pays. 2020 là, plus de 80 morts. Pour une élection présidentielle. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est plus possible. Bon, les enfants des gens qui sont morts là aujourd'hui, là, vous avez fait quoi de rien? Ceux même qui ont fait CNT là, vous avez nommé d'autres à des postes de responsabilité. C'est-à-dire que les enfants des gens sont morts, et puis ceux même qui ont provoqué tout ça, qui ont fait CNT là, eux ils sont gradés. Alors d'autres n'ont qu'à mourir encore en 2025. Non, c'est pas possible. Ça suffit. C'est bon, ça suffit. Ah non. Ah non, c'est bon, ça suffit. Non. Donc, moi, je pose la question suivante. Si en 2025, Gbagbo n'est pas sur la liste, Gbagbo n'est pas éligible là, la question là, vous faites quoi? Qui sera votre candidat? Cette question-là, je demande aux intellectuels qui sont au PPACI de se poser la question au fond. Je suis sûr que vous la posez, mais personne n'ose la poser publiquement. Et il faut que les jeunes, parce que la relève c'est vous, c'est pas les vieux. Il faut que les jeunes s'interrogent, se questionnent pour pouvoir raisonner, poussent la réflexion. Mais si Gbagbo n'est pas candidat en 2025, qui peut être candidat en 2025? Si le président Alassane Ouattara n'est pas candidat en 2025, qui pourrait être candidat en 2025? On dit, c'est que le questionnement est le début de la réflexion et de la raison. Questionnez-vous, raisonnez, réfléchissez. Et c'est sur ces 3 mots que je vais vous dire. Très belle soirée. Pour d'autres sujets, je voulais faire aujourd'hui la géopolitique, mais le temps est long. On va remettre les questions géopolitiques pour un autre jour. Réfléchissez, raisonnez, poussez la réflexion. Si Gbagbo n'est pas candidat, qui peut être candidat? Si le président Alassane Ouattara n'est pas candidat, qui pourrait être candidat? Réfléchissez, raisonnez, poussons la réflexion. Bonsoir à chacun, merci à vous. Très belle soirée.